semaine, dans votre émission Ça va chez vous, direction le sud-est du département. Découvrir un village situé à une vingtaine de kilomètres de la Bresse. Thiéfosse compte plus de 600 habitants et nous allons en rencontrer 3 d'entre eux. Michael Couchouron nous accueille au cœur de sa production d'endives. Stéphanie Richard nous fait découvrir l'atelier Pasta Délices. Mais tout de suite, c'est avec vous, Stanislas Imbert, que nous débutons cette émission. Vous êtes maire de la commune depuis 2003. Alors, avant de parler de la commune, peut-être parlons de votre santé. Vous avez été touché par la Covid-19. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va ? Oui, ça va. Je suis très heureux d'être avec vous et de me voir comme ça, vous voyez, je suis en pleine forme et je suis très, très heureux de pouvoir être en vie, entre parenthèses. Et je dis, ayez confiance aux médecins. C'est vraiment très important de vous continuer à vous protéger. Alors, ça n'a pas du tout entaché votre motivation, votre passion pour la commune. Vous avez toujours envie de monter des projets et de continuer à avancer? Alors, je suis toujours aussi motivé, bien entendu. J'ai toujours du dynamisme, de la volonté de pouvoir réussir, d'entreprendre pour les habitants de mon village, pour ma région aussi, pour le département. Et c'est un village qui attire encore du monde puisque le nombre d'habitants ne cesse de progresser. Aujourd'hui, au dernier recensement, nous sommes 623 habitants. Tous les ans, on progresse doucement, mais on progresse avec de nouveaux couples qui viennent s'installer. Ça montre que nous sommes très attrayants, très attractifs. Donc aujourd'hui, on peut dire que ça va chez vous à Thiéfosse? Oui, ça va bien sûr, il y a toujours des petits soucis, mais ça va très bien et je suis très content. Oui. Alors peut-être parlons des projets à venir, un projet qui doit se terminer dans les jours qui viennent et un autre qui va arriver prochainement. Oui, le gros projet, donc, c'était la restructuration de l'entrée du village. On refait cette entrée pour justement aménager, protéger l'environnement, les écoulements des eaux, le stationnement, la vitesse surtout, parce que donc, nous sommes un village qui est traversé toute la vallée et il y a plus de 7000 véhicules qui passent par jour dans notre village. Donc il fallait faire quelque chose pour sécuriser les habitants, les riverains. Le deuxième projet que nous avons dans la commune, c'est la création d'une maison des assistantes maternelles, parce que c'est un besoin pour la commune, manque d'assistantes maternelles, de nombreuses naissances, et nous sommes aussi traversés par une départementale, et c'est un service qui pourrait être apporté à beaucoup de villages environnants. Et ça permet aussi d'avoir un service complet pour les habitants du village, parce que vous avez aussi une école dans la commune. Oui, nous avons la chance d'avoir encore une école, donc un primaire et une maternelle, donc sur 2 niveaux, avec 38 élèves en ce moment qui sont inscrits. Une MAM qui pourrait voir le jour quand? Le projet en est où? Alors le projet, le permis de construire vient d'être accordé et nous sommes en consultation des entreprises. Et si tout va bien, les travaux devraient commencer au printemps 2021 pour se finir à la fin de l'année 2021. Un petit mot peut-être sur le lieu où nous sommes, un lieu très important à Thiéfosse. Oui, alors ici nous sommes dans les gorges du Crozéry, un lieu vraiment très atypique. Ça date de l'ère quaternaire, bien entendu. C'était une vallée glaciaire, c'est le Verrou des gorges du Crozéry. C'était un lac Thiéfosse, ni plus ni moins. Et le Verrou a cédé et la rivière, la Meuselotte, s'est donc engouffrée dans ces gorges. C'est vraiment magnifique, avec une passerelle en bois qui enjambe ces gorges. Cette passerelle qui a été réalisée par l'école de l'ENSTIB d'Épinal, avec la voie verte, le civil de la voie verte. Donc ça enjambe la vallée de Thiéfosse, la ville de Thiéfosse, et de l'autre côté, c'est Bagnais. Nous sommes à cheval sur 2 communes. Et alors pour finir, comment appelle-t-on les habitants de Thiéfosse? Les habitants de Thiéfosse s'appellent les Kédales. Et alors pourquoi? Alors les Kédales, il y a deux origines. Donc, ce qui viendrait de l'allemand Geistal, si vous voudrez dire, bon, c'est de l'ancien alsacien, où les gardiens de chèvres venaient sur les hauteurs de Thiéfosse faire pâturer leurs troupeaux. Donc Geistal, Kédale, une déformation. La deuxième possibilité ou origine viendrait du comté de Kendal, origine anglo-saxonne de Grande-Bretagne, où des immigrés seraient venus vivre ici dans le village. Voilà. Kendal, Geistal, Kedal. Voilà. Eh bien, 2 origines, on ne saura jamais alors quelle est la bonne, mais non, en tout cas, pas du tout. On Pour l'instant, il y a le nom. Voilà, on sait pas. Stanislas Imbert, merci de nous avoir accueillis à Thiéfosse. Aussi. Nous continuons notre visite de la commune, direction la production d'endives. C'est une production artisanale qui était amenée à disparaître. Michael Couchouron a repris en 2014 cette culture pour le moins originale. Le forçage de l'endive se fait à l'intérieur dans un environnement très sombre et humide. On découvre tout cela avec le producteur. Michael, merci de nous accueillir ici. Alors nous sommes dans la ferme aux Hirondelles, là où se passe également le marché de producteurs. On en reparlera tout à l'heure. Mais peut-être nous revenir sur l'histoire de la ferme aux Hirondelles. Au départ, c'était uniquement des petits fruits. Et puis petit à petit, vous avez eu également des endives. Alors là, on est dans l'atelier de la ferme. On n'est pas proprement dit dans la ferme. La ferme, elle est située pas sur la commune de Thiéfosse, mais à Basse-sur-le-Rue, plus en altitude. Donc le projet a commencé là, dans cette ferme. Sur une production de petits fruits. Et après, en 2014, vous décidez de sauver la production d'endives de Thiéfosse. Oui, c'était d'abord une recherche d'installation agricole à titre principal.
Il y avait plusieurs possibilités, soit vraiment développer la production de petits fruits, et il y a eu l'opportunité de la production d'endives qui arrivait pile dans ce moment de recherche en fait. La personne qui produisait les endives auparavant était lui aussi producteur de petits fruits, de framboises. Les deux productions coïncidaient au niveau des dates. C'est ça, c'est qu'au niveau du calendrier de production, ça va très bien finalement sur une année, ça va très bien ensemble les petits fruits. On récolte les dernières framboises et quelques temps après on ramasse les premières endives. Donc, alors là les endives cette année, il y a un petit peu de retard, comment ça se passe? Évidemment, ouais, ça fait quand même un moment qu'on a des épisodes de canicule et ça a du coup tendance à décaler la date d'arrachage de la racine. Donc normalement ça se fait à quelle période? Il y a quelques années vous le faisiez quand cet arrachage de racines? Ça se faisait au mois d'octobre et là ça s'est fait fin novembre. La culture de l'endive se fait en plusieurs étapes, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe avant d'avoir l'endive prête à manger. C'est assez long par rapport à une salade. Ça se déroule grossièrement en 2 étapes. La première partie qui est la racine et puis la deuxième où là on va de cette racine avoir l'endive. En fait c'est une plante bisannuelle. Pour faire simple, donc on met une semence, du coup ça va former une salade qui aura comme rôle de fabriquer une réserve pour la plante, pour la deuxième année de la plante. Donc cette réserve c'est la racine. Cette racine-là on l'extrait, on l'arrache du sol quand elle arrive vraiment à maturité. C'est pas avant, c'est pas après, c'est pile à ce moment-là. La racine là est en condition pour ensuite, après quelques étapes, se retrouver en salle de pousse ou salle de forçage, là où on va forcer la racine pour produire une endive. Alors de quoi a besoin l'endive en salle de forçage justement pour pouvoir finir sa pousse? La réserve essentielle est dans la racine. On va la mettre dans le noir, dans une pièce relativement chaude et humide. La plante aura quasiment tout pour pousser. Elle n'aura juste pas la formation au soleil, photosynthèse. Donc elle va faire une sorte de bourgeon d'attente. Donc elle va essentiellement chercher de l'eau et des minéraux. Et alors vous produisez combien de tonnes d'endives chaque année? Alors c'est variable, mais depuis très longtemps, même avant que je reprenne, on est sur les mêmes volumes, aux alentours de 15 tonnes. L'année dernière, vous avez développé un kit d'endives. Alors expliquez-nous un petit peu quel est l'objectif de ce kit? Il répondait à une attente déjà. En fait, c'est proposé aux particuliers d'avoir un kit tout prêt, avec les explications. C'est sous forme de boîte, tout dedans on a un substrat bio, on a les racines et voilà, on peut faire ses endives chez soi. C'est un kit qu'on peut trouver où? On peut se le procurer comment? Alors essentiellement en direct ici, soit la semaine, soit les matins du marché, les samedis matins. Et bien justement, ce marché, alors vous êtes à l'origine de ce marché de producteurs couverts il y a 3 ans maintenant. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en place ce marché justement pour valoriser les produits locaux? Un concours de circonstances, je me suis retrouvé dans ce bâtiment qui est assez volumineux. Donc l'atelier, c'était pas le projet de départ, enfin ça s'est fait comme ça. Et puis j'étais déjà à l'initiative avec un collègue d'un marché d'été au Duto. L'idée c'était de proposer ça sur 3 mois, mais ça a vite rencontré du succès. Voilà. Et non seulement les producteurs, mes amis producteurs et les clients voulaient une suite, et donc dès 3 mois on arrive à 3 ans aujourd'hui. Et donc combien de producteurs se retrouvent les samedis? Une petite vingtaine. Du secteur? Voilà, avec une dimension culturelle. J'ai apporté ça dès le départ. Tous les samedis, pendant ces 3 mois-là, c'était sous forme d'exposition avec des amis photographes, des auteurs. Et puis, du coup, c'est resté en place. Donc la dimension culturelle, elle arrive aussi sur le marché, au cœur du marché, pendant le marché, sous forme de théâtre, de concerts, d'expositions ou d'ateliers divers. On a fait plein de choses, quoi. Ouais, voilà. Un marché un peu différent de ce qu'on peut retrouver habituellement. Ouais, c'est ça. Et alors pour ce mois de décembre, vous ajoutez aussi des artisans? Comment ça se passe? Pour tout le mois de décembre, le marché est en soutien aux artisans, créateurs qui ont vu leur marché de Noël s'annuler. Donc ils vont nous rejoindre, ils seront 12 je crois. Pour terminer, les endives, un conseil peut-être pour les déguster et pour les apprécier à leur juste valeur? Au plus simple, naturellement, au plus simple. On peut toujours l'agrémenter donc en salade avec un filet d'huile d'olive ou alors des noix, quelques pommes, c'est la saison. Eh bien, merci Michael de nous avoir accueillis dans votre production d'endives. Nous partons maintenant à la rencontre de notre dernier invité, direction l'atelier à pâtes. Enseignante passionnée de cuisine, Stéphanie Richard s'est lancée en 2012 en tant qu'auto-entrepreneur. Depuis, Pasta Délices s'est grandement développée et commercialise aujourd'hui une trentaine de variétés de pâtes sèches et fraîches. Stéphanie Richard, merci de nous accueillir ici à Pasta Délices, votre atelier de pâtes. Alors expliquez-nous un petit peu comment l'histoire est née en 2012 déjà. Oui, alors l'histoire est née en 2012 parce que mon mari s'est en fait reconverti en tant qu'éleveur de volailles, donc à Basse-sur-le-Rue.
Donc il a tout de suite fallu trouver un moyen en fait d'utiliser tous les œufs qui n'avaient pas le bon calibre pour être commercialisés. Donc au départ, j'ai décidé de me lancer dans la fabrication de pâtes fraîches uniquement, donc que mon mari commercialisait à la fin de la semaine. Et puis en fait en 2014, je me suis associée donc avec Philippe, un ami de longue date, parce qu'en fait j'avais beaucoup de demandes de pâtes sèches notamment. Et dans mon petit atelier de 20 mètres carrés au fond de mon garage, je n'avais pas la possibilité de faire rentrer un séchoir, tout simplement. Voilà, donc on est rentré ici en 2014 puisque c'est la mairie de Thiéphos qui nous a proposé cette petite supérette qui n'était pas occupée depuis 1 an, tout simplement. Et depuis, l'histoire a bien évolué. Pasta Délice a bien évolué aussi parce que vous produisez en grande quantité. On produit environ 17 tonnes de pâtes par an, voilà, pâtes fraîches, pâtes sèches confondues. Ce qui est plutôt conséquent. On sait que maintenant les pâtes ont quand même une place très importante aussi dans les foyers. Ça explique peut-être aussi cette forte oui, tout à fait. Et puis je pense que ce qui fait aussi l'attrait de nos produits, c'est leur forme et puis leur saveur un petit peu inédite à base de plantes, d'épices et de légumes. C'est ce qu'il faut aussi aujourd'hui pour se démarquer dans ce milieu finalement qui est très, très vaste, pouvoir proposer des choses différentes. Voilà, tout à fait. Voilà. C'était vraiment notre objectif d'essayer de se démarquer un petit peu de tout ce qu'on peut trouver ailleurs. Alors vous proposez donc, vous partez de pâtes nature pour arriver donc à des pâtes différentes au niveau des saveurs en utilisant, en privilégiant surtout le local. Expliquez-nous. Voilà, donc oui, bien sûr, l'idée c'était d'utiliser au maximum des matières premières locales puisqu'on utilisait déjà des œufs issus du GAEC. Donc par exemple du safran qui vient des safrans du Paillou à Plombières-les-Bains. On a de l'ortie, on a de l'ail des ours, du shiitake aussi, de d'Ossel. Voilà, on essaye au maximum de trouver tout ce qu'on peut avoir autour de chez nous et notamment également la farine de petit épeautre qu'on va chercher donc, au moulin du Petit Poucet à Royaumet, à côté de Toul. Et il n'y a pas eu de problème d'approvisionnement pendant cette période un petit peu délicate de crise sanitaire, de confinement? Non, pas de problème d'approvisionnement. Non, on a un petit peu eu peur au départ, mais finalement tout s'est bien passé. On a été ravitaillés en temps et en heure. Alors vous êtes 4 personnes à travailler ici, vous êtes 2 co-gérants plus 2 salariés. Comment ça se passe au niveau du chiffre d'affaires? Est-ce que cette année, vous en sortez? Quel est le Alors cette année, c'est une année un petit peu particulière, puisqu'on est obligé de fermer notre magasin au mois de mars-avril. Nous, on fonctionne beaucoup ici avec des visites guidées, donc des transports, des bus qui viennent, des visites durant les vacances scolaires. Et là, en fait, depuis le mois de mars, tout a été annulé. Donc c'est vrai qu'au niveau du chiffre d'affaires, ce sera forcément, on en ressentira les effets. Ça représente combien de pourcentage? À peu près 30%, je pense, oui, 30% de notre chiffre d'affaires. Oui. Parce que forcément, quand il y a les visites, les personnes achètent également. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des projets peut-être à venir, des nouvelles gammes de pâtes au niveau des formes ou au niveau des saveurs? Oui, alors forcément, on est toujours en réflexion. On a toujours besoin de sortir de nouvelles gammes. Alors aujourd'hui, on réfléchit, oui, à d'autres gammes, des gammes bio. Voilà. Donc, par contre, on a encore des idées assez vagues qu'on va concrétiser, je pense, en début d'année. Rendez-vous donc en 2021 pour peut-être découvrir des nouvelles pâtes. Voilà, avec plaisir. Merci. Merci de nous avoir accueillis ici dans votre atelier. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.